Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Zapping Diaspora de Meta TV sur la Côte d'Ivoire, Luc Michel sur Afrique Média TV, actualité de la Russie, actualité en France et pour finir, actualité en Chine. Tout de suite, Zapping Diaspora Côte d'Ivoire par Meta TV. Juste le choix de la France. Effectivement, Gbagbo n'était pas l'homme que la France et les Français ou les autorités françaises attendaient. Sans oublier que sous Gbagbo, de moins en moins de valises circulaient vers Paris. Ouais. Voilà. En toute honnêteté, je ne vois pas quel coup d'État peut avoir lieu en Afrique sans que la France soit au courant. C'est quand même étrange. Quel intérêt l'armée ivoirienne aurait eu à aller bombarder un cantonnement français? Et on l'a vu tout au long du conflit, les rebelles étaient héliportés. Oui. On a des vidéos où on voyait des rebelles transportés par la force Licorne et déposés à certains endroits de la ville d'Abidjan. Voilà le complot de l'ONU. Voilà le complot de ceux qui sont supposés maintenir la paix dans le monde. Voilà comment des pays dits développés sabotent les processus démocratiques et électoraux dans nos pays. Et vous confirmez bien que Gbagbo, je veux dire juridiquement, Laurent Gbagbo est le président de Côte d'Ivoire. Je persiste et je signe, le président Laurent Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara n'est qu'un chef d'État. D'accord. Au même titre que n'importe quel putschiste qui prendrait le pouvoir à la tête de n'importe quel autre État. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, donc comme le lundi, le mercredi, le vendredi désormais, de 21h à minuit, c'est la saison 3, et donc tout le monde est évidemment au rendez-vous, la régie, et ce soir on va parler de la Côte d'Ivoire avec Alain Toussaint et Habiba Touré. Bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, Luc Michel sur Afrique Média TV. Moi je voudrais tout d'abord, je pense qu'il faut parler d'Afrique Média. Mon maître en politique, en média politique, c'est Willy Mutzenberg, c'était le chef de la propagande du Comintern dans les années 30. C'est l'homme qui a inventé la propagande de masse, les médias modernes, le cinéma moderne. Il disait qui peut que nous-mêmes parler de nous-mêmes, je vais le faire. Afrique Média, on peut souhaiter des milliers d'Afrique Média, mais dans la pratique, ils ne sont pas là. Afrique Média, dans le paysage médiatique africain et mondial, c'est un espèce d'ovni. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû être, parce que les conditions dans lesquelles Afrique Média ont commencé, elles sont nées évidemment difficilement. C'est une réflexion aussi du directeur d'Afrique Média, Justin Tagou, sur la destruction de la Jamaïria libyenne. Vous savez que moi j'étais du côté de Kadhafi pendant plus de 20 ans. J'étais à Tripoli quand on détruisait Tripoli sous les bombes de l'OTAN. J'ai fait une conférence de presse à Tripoli avec des parlementaires, des hommes politiques, des chercheurs de 25 pays. Nous avions là-bas 54 grandes télévisions internationales et africaines. Personne n'a parlé de la conférence. Qui étaient ces gens qui venaient dire que Kadhafi, finalement, avait raison contre l'OTAN. Afrique Média, elle a comblé ce vide. Elle a comblé un vide dans le public. Et d'une façon qui va bien au-delà de l'Afrique. Moi, je suis venu de la vieille Europe pour combattre avec Afrique Média. Et il y a aujourd'hui des gens qui suivent Afrique Média, depuis Paris jusque Sochi, jusque la Malaisie. Nous avons un fan club en Inde, tous ces gens écrits. J'ai lancé, lorsqu'on a attaqué la chaîne des comités Afrique Média, les premiers qui se sont structurés, c'est Moscou, Sochi et Bruxelles. Donc ça va bien au-delà. Il n'y a qu'Afrique Média qui compte ce vide. Internet, c'est bien, mais vous restez dans un ghetto si vous n'avez pas un média de masse derrière vous. Alors, je le vois, j'ai un groupe de presse multimédia, j'ai des dizaines de sites. Depuis que j'apparais quasiment quotidiennement sur Afrique Média, j'ai multiplié mon audience par 10 000 en un an. Voilà tout le problème. Afrique Média, elle a comblé ce vide. Non, la deuxième chose qu'il faut quand même arrêter, c'est cette impression que Afrique Média serait un brûlot idéologique, que Afrique Média serait une chaîne d'extrémistes. Celui qui a lancé, il y a quelques semaines, on a lancé le slogan que Afrique Média, c'était la télévision des 1000 collines, comme il y avait une radio des 1000 collines lors du génocide au Rwanda. Bien, l'homme qui a lancé ça, c'est un fantoche politique qui vit à Madrid, c'est M. Severo Moto, c'est le chef de la soi-disant opposition équatorienne en exil, c'est l'homme qui a fait avec des mercenaires 5 tentatives de putsch dans son pays. Je ne sais pas qui veut semer le sang. Afrique Média, c'est pas ça. Afrique Média, il y a des opinions divergentes sur les plateaux.
J'ai quand même vous en donné 3 exemples, dont un qui concerne ce plateau, et c'est très bien qu'il le concerne. Vous avez régulièrement des clashs, comme on dit, entre panafricanistes, tendance, Rouma, etc., et les afrocentristes à l'ancienne. Ça arrive très régulièrement sur le plateau. Moi, pendant des semaines, j'étais le seul sur le plateau, je défendais le gouvernement du Burundi contre la révolution de couleur. Tous les panélistes, quasiment à l'exception d'un ou deux, disaient non, Luc Michel-Istrom, c'est une révolution populaire. Puis un jour, justement, le groupe Sputnik a fait la même analyse que nous, et le groupe Sahar TV l'a fait. On est sur un plateau ici, Madame a été membre des Yali. Moi, je suis opposé aux Yali. Ça ne nous empêche pas. Je pense que nous n'avons pas dit des choses divergentes. J'ai fait une émission de télévision. Mais ce n'est pas le débat. Vous avez dit, je ne pense pas même que nous ayons eu des opinions divergentes. Je n'en ai pas eu parce que je crois que nous sommes fondamentalement d'accord. C'est ça qui est Afrique Média. Afrique Média, ce n'est pas un brûlot idéologique. C'est un espace de liberté où des gens sincèrement panafricains, parce que c'est ça. Moi, je suis aussi panafricaniste. Mes femmes m'appellent le panafricaniste blanc, mais je suis panafricaniste sincère. Je me bats depuis Muammar Kadhafi, depuis plus de 20 ans, pour une Afrique unie. À partir du moment où on est sincèrement panafricaniste, on a sa place sur Afrique Média, quelle serait cette télévision où il n'y aurait que mon opinion, ou l'opinion de Kémy Seba, ou votre opinion, madame, qui s'exprimerait? Mais on aurait une caricature, et ça ne marcherait pas. Parce que la deuxième caractéristique, c'est qu'Afrique Média, il s'appuie sur un public extrêmement actif. Il y a tous les groupes sur Facebook, il y a les pages, il y a les blogs, mais ce sont des groupes où on discute. Ne vous imaginez pas que les téléspectateurs d'Afrique Média sont calmement en train de regarder comme à une grand-messe catholique, ils disent Amen. Non, pas du tout. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec certains sujets, qui ne sont pas d'accord avec certains panélistes. Ils discutent, ils débattent. Ça garde un ton poli, généralement. Quand ça ne l'est plus, d'ailleurs, on prend des mesures. Mais c'est ça. Alors, quand on vient ici parler de médias, il faut quand même constater, c'est que Afrique Média, ce n'est pas la majorité de l'espèce. C'est un média d'un nouveau type qui est dans la projection de la nouvelle information qui est née sur les réseaux sociaux, c'est clair et net sur Internet, qui lui a donné une dimension de grande télévision. C'est la raison pour laquelle on s'appelle Afrique Média. D'accord. Je termine sur je vais vous donner un exemple très simple. Et maintenant, on est au niveau des grandes télévisions francophones internationales. Parce que c'est bien ça. Les concurrents d'Afrique Média, ce n'est pas comme on le dit souvent Afrique Média, Africa 24 ou RFI. C'est France 24, c'est Euronews. Ce sont toutes ces grandes chaînes internationales francophones. Lorsqu'il y a eu les événements de Crimée, par exemple, il n'y a qu'Afrique Média qui a défendu le point de vue de la Russie. Toutes les autres médias francophones défendaient le point de vue du bloc atlantique. C'est ça la spécificité d'Afrique Média. C'est pour ça, je pense, que si on ne tue pas Afrique Média va devenir de plus en plus grande. Nos audiences font éclater toutes celles des autres médias. Et c'est ça. Maintenant, moi, je souhaite, j'espère simplement qu'un jour, non pas il y aura d'autres Afrique Média, mais qu'il y aura une Afrique Média arabe, pas une émission. Une Afrique Média en langue africaine, tous les jours, pas une émission. Une Afrique Média anglaise, parce que c'est ça qui manque. Moi, c'est ce que je souhaite. Je pense que c'est l'étape suivante de la télévision. Il faut voir le succès des émissions qu'Afrique Média produit. Le Pan-African Debate, par exemple, l'émission en Rossa, justement. C'est la première fois qu'une grande télévision fait une émission complète, un débat en langue africaine. Il y a le débatto panafricano, donc le débat en espagnol qui est là. C'est le début, mais ça ne doit pas être des émissions, ça doit être l'étape suivante, c'est-à-dire couvrir l'ensemble du spectre. Et il y a plusieurs autres débats qu'on peut effectivement citer ici, Luc Michel, mais avec madame... Tout de suite, actualité en Russie. Bonjour et bienvenue à notre émission du Mur des Lamentations. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Russie qui bannit l'alimentation OGM. Le Premier ministre, Dmitry Medvedev, a annoncé en avril 2014 que la Russie n'importerait plus d'alimentation OGM. Si les Américains préfèrent manger des produits OGM, alors qu'ils les mangent. Nous n'avons pas besoin de les imiter, car nous avons assez de place et de ressources pour produire des aliments biologiques. Jusqu'à présent, on pouvait importer et vendre des plantes OGM, mais seulement avec des caractéristiques spéciales. La culture en Russie était permise jusqu'ici seulement sous contrôle strict des champs d'essai. Irina Yermakova, vice-présidente de l'Unité nationale pour la sécurité génétique de Russie,
s'est exprimé à ce sujet de la manière suivante. Il est important d'interdire les aliments OGM et de prononcer un moratoire décennal. Il est prouvé que la nourriture OGM est dangereuse, non seulement en Russie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays du monde. Les procédés de fabrication ne sont pas encore au point, et c'est pour cette raison que tous les aliments génétiquement modifiés devraient être classés dangereux. Les biotechnologies devraient sans aucun doute être développées, mais la distribution des aliments OGM devrait être stoppée. Je vous laisse méditer sur ce sujet et vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine émission. Tout de suite, actualité en France. Les libertaires et les libéraux s'entendent comme larron en fouettard. C'est la conversation que j'ai eue un jour avec Cohn-Bendit. Je lui ai dit, mais finalement, tu es le père spirituel de Giscard. Il me dit parfaitement. Et il se vantait d'aller parler au MEDEF pour soutenir en fait le discours du MEDEF. Il n'y a pas de différence. C'est une forme de capitalisme débridé qui est partagé comme conviction par les uns et par les autres. Et ce qui caractérise les hommes politiques d'aujourd'hui, c'est le marketing. On va à la godille en fonction du marketing de l'instant. Je raconte comment Sarkozy, par exemple, écoutait son alchimiste. Il le faisait venir dans son bureau, Patrick Buisson. Patrick Buisson déposait ses cornus, l'alchimiste, le vert, le rouge, les liquides, tous les résultats des sondages. Et puis ensuite, il faisait les mélanges et ça donnait l'identité nationale. Ah, je ne peux pas dire ça, dit Sarko. Eh ben, il faut le dire, c'est 4 points. C'est les 4 points qui te permettent de faire le trou. Non, je ne peux pas, parce que ça, l'identité nationale, on va dire c'est Vichy, c'est tout ça. Ben, il faut le dire, si tu ne veux pas le dire, tu ne le dis pas, mais c'est pas là, tu perds. Et finalement, Sarko hésite, et puis il fait savoir à Arlette Chabot, parce qu'il fait l'émission le soir même, la grande émission d'Arlette Chabot sur la 2, il fait savoir qu'il y aura un scoop dans la première minute, et il annonce « je créerai un ministère de l'identité nationale ». Alors la droite applaudit, les gens se disent quand même formidable, il nous a entendus, il nous a compris. En fait, il s'en fout complètement. Simplement, c'est l'alchimiste qui lui a dit « dis ça si tu veux prendre 4 points ». Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. C'est très simple finalement. Ça marche comme des petits boutiquiers de Super U. Et pour finir, actualité en Chine. C'était la première apparition de Xi Jinping au quartier général des Nations Unies. Il a annoncé une série de mesures pour aider l'ONU et les pays en voie de développement. Lors de sa première intervention devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président Xi a dit que la Chine plaidera toujours en faveur des pays en voie de développement au sein de l'ONU. Il a appelé à un monde de partenariat, insistant sur le fait que la Chine est prête à partager son expérience de développement avec les autres et accueillir ceux-ci à accompagner le développement rapide de la Chine. Le président Xi a répété une nouvelle fois l'objectif de la Chine d'un développement pacifique. La Chine continuera à participer à la construction de la paix mondiale. Nous sommes engagés dans le développement pacifique. Peu importe comment le paysage international évoluera et à quel point la Chine deviendra plus forte. La Chine ne cherchera jamais l'hégémonie, l'expansionnisme ou une sphère d'influence. Lors du sommet des dirigeants des Nations Unies sur le maintien de la paix, le président Xi Jinping a réaffirmé que la Chine continuera à être un pays important contribuant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Pour aider à l'amélioration et au renforcement des opérations de maintien de la paix de l'ONU, j'annonce ici que la Chine rejoindra le nouveau système de capacité opérationnelle de maintien de la paix de l'ONU. Et pour ce faire, la Chine a décidé de montrer l'exemple en mettant en place une section permanente de police spécialisée dans le maintien de la paix et en bâtissant une force permanente de réaction de maintien de la paix de 8000 soldats. Xi Jinping a aussi participé à des discussions avec d'autres dirigeants, dont le président iranien Hassan Rouhani, le premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen et le premier ministre grec Alexis Tsipras. Les réunions distinctes incluaient des discussions sur la mise en œuvre de l'accord nucléaire iranien, sur le changement climatique et sur la crise actuelle des réfugiés. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.